5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Police, universitaire, état-major ou encore garde fédérale, elles sont nombreuses ces organisations paramilitaires qui sont censées garantir la discipline et l'ordre sur les différents campus dans notre pays. Malheureusement, dans les faits, la réalité est bien souvent tout autre. Elle s'érige en bourreau et sème plutôt la terreur, faisant du périmètre universitaire presque un no man's land. Le ministère de l'Intérieur donne un coup de pied militaire dans la fourmilière. Fin de la récréation, est-on tenté de dire. On y consacre une partie du forum de discussion. Et puis un contrat de bail type régit désormais la location de logements dans notre pays à travers un arrêté signé le 22 juillet 2022 par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Le gouvernement met de l'ordre dans les locations de maisons à usage domestique. Désormais, il n'existe que ce seul contrat que tous les propriétaires de maisons doivent signer avec leurs locataires. La question est bien sûr au cœur du débat. Et pour en parler ce matin, Louis Assogba, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman et bonjour le plateau, bonjour également à tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes journaliste, bien sûr. Joël Diobé, bonjour Joël. Bonjour Eman et bonjour aux compatriotes qui nous suivent au Bénin, dans tous les coins du pays et aussi ailleurs. Fidèle, je vais dire habitué du lundi, mais accessoirement, il est là aujourd'hui et de façon exceptionnelle ce mercredi. Et puis bienvenue à Bassagan aussi, un habitué du lundi, en tout cas depuis un moment. Bonjour, bienvenue. Bonjour Eman et bonjour aux amis téléspectateurs. Journaliste au quotidien, le matinal. Comment se passe le matinal? Ça va très bien. Très bien. On l'a eu aujourd'hui? Oui, on est en train de parler donc de ce désengagement du marché d'Antokpa. C'est de ça le matinal parle aujourd'hui incessamment parce qu'il y a un foutu et le ministre du cadre de vie a décidé avec le gouvernement, déjà quand on parle du ministre, de pouvoir mettre un peu de l'ordre et donc bientôt ça sera fermé pour mettre de l'ordre. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, Louis Assogba, je ne trahis aucun secret quand je dis que vous avez fait le campus universitaire d'Abomey-Calavi, vous avez fait le département des lettres modernes. Et justement, dans votre cursus, dans votre parcours, vous avez certainement eu à côtoyer ceux-là qu'on appelle police universitaire, garde fédérale, état-major, code, en fait, tout ce que vous voulez. Quelles sont les raisons qui peuvent militer aujourd'hui en faveur d'une dissolution de toutes ces organisations à caractère paramilitaire? Merci Eman. Je crois que, comme moi, ceux-là qui ont fait l'université, notamment l'université d'Abomey-Calavi, ont vraiment côtoyé ces différentes organisations. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous prenez, dans votre introduction bien sûr, lorsque vous prenez ces organisations, le premier péché que ces organisations commettent très souvent à l'université d'Abomey-Calavi ou bien dans d'autres universités publiques, c'est ces actes de vandalisme envers peut-être des étudiants. On parle d'abord de la discipline, c'est vrai, il faut mettre de l'ordre, mais j'avoue qu'il y a des étudiants qui subissent des lois venant de la part de ces organisations estudiantines parce que bien on vient à l'université d'Abomey-Calavi, mais il y a des étudiants qui se disent agents de police universitaire ou bien policiers universitaires, je ne sais pas, mais qui réprimandent ou bien qui arrivent à poser des actes de violence envers certains étudiants. C'est vrai, ils disent qu'ils sont en train d'assumer l'ordre, d'assumer la sécurité, mais on voit toute autre chose à l'université d'Abomey-Calavi parlant de cette sécurité-là. Donc, je crois que le gouvernement vient mettre fin à ce désordre-là. Et moi, je vais même au-delà de ça, parce qu'il y a un autre contexte aujourd'hui. On parle de ce contexte où le terrorisme est pratiquement en avancée dans la région du Nord. Et ça, je pense que c'est pour prévenir en quelque sorte, pour anticiper sur ce qui peut advenir. Suivez mon regard. Parce que aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, ou bien dans ces organisations où on se dit on est formé de façon militaire, ou bien on est formé pour être policier universitaire, je pense que la méthode n'est pas bonne parce que ça peut contribuer peut-être à nourrir le terrorisme, ça peut contribuer à autre chose que le Bénin ne souhaite pas. Donc, je crois que c'est dans cette dynamique-là que le gouvernement se trouve en interdisant ces organisations-là. Mais
c'est un couteau à double tranchant parce que, qu'on le veuille ou non, ces organisations ont aussi leur mot à dire à l'université d'Abomey-Calavi ou bien dans d'autres universités publiques en matière d'ordre, en matière de sécurité. Très bien. Alors, Joël Tchobé, tout est parti quand même du fait qu'il faut, je vais dire, essayer de réglementer un certain nombre de choses dans nos différentes universités. Et donc, l'organisation est toute trouvée, des étudiants au service d'autres étudiants, mais avec, on va le dire ainsi, des attributions beaucoup plus importantes. Est-ce que cela ne vient quand même pas, je vais dire, déranger un certain ordre social établi depuis pas mal de temps à l'université? Non, je voudrais quand même d'abord faire remarquer que partout où il y a vie, il n'y a pas des analyses statiques à faire. Cela suppose que on ne peut pas considérer tout naturellement que dans un espace d'enseignement, donc qui suppose des relations complexes entre des acteurs engagés, que ce qui peut-être est devenu un rituel ou ce qui est devenu peut-être un fait adopté qui s'est incrusté naturellement dans les coutumes, des habitudes, puisque vous parlez donc d'un ordre social que nous sommes venus voir aussi à l'université. Si vous interrogez un peu ceux qui ont fait l'université avant vous, vous remontez encore un peu le temps. Il y a encore les doyens, Robert Dossou, qui vivent encore, qui ont été les pionniers dans l'enseignement de l'Université nationale du Bénin de l'époque. Et vous diront également que dans la vie non seulement de l'organisation du corps enseignant, dans la vie de l'organisation du corps estudiantin, il y a toujours eu, disons, des regroupements pour des intérêts. Mais ici, nous parlons de quoi? De quoi parlons-nous? Nous parlons essentiellement des organisations qui sont constituées pour d'abord et fondamentalement défendre les intérêts des étudiants. Dans un contexte où on estime que dans les relations qui relient les différents acteurs, les étudiants dans leur posture d'apprenants étaient considérés à un moment donné comme les plus faibles. Donc il fallait des organisations assez représentatives pour pouvoir porter leur voix lors donc des différentes réunions ou pourquoi pas au niveau donc de l'État central. Mais comme cela peut se remarquer aisément dans tous les domaines où l'homme est dynamique, où l'homme est en activité, il y a forcément dans l'exercice de ces prérogatives des cas de déviance qui peuvent survenir. Vous vous rappelez également que les jets de pierre qu'on a toujours observés à l'université, les affrontements que nous avons toujours observés à l'université, même on a dénombré des cas de mort de forces de sécurité aussi à l'université. Nous étions encore à l'université, on a constaté effectivement ça, des cas de blessés également dans le rang des étudiants. Alors la question c'est de savoir si est-ce que d'abord l'université est conçue dans son acception première pour être le théâtre d'actes de vandalisme. La réponse est bien entendu non. Alors je me suis posé aussi une question. Est-ce que des responsables étudiants, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous prenez l'UNICEB, l'AFNEB, l'UNEB, est-ce que les responsables étudiants qui sont élus à la tête donc de ces organisations ont besoin de se bunkériser? Parce qu'en réalité, quand vous voyez un peu le fonctionnement de ces brigades rouges ou de ces étudiants, des gros bras, comme on aime les appeler dans le jargon universitaire avec les étudiants, vous vous rendez compte que la plupart du temps, ce sont effectivement des gens qui s'entraînent avec une certaine intensité voilà, dans les activités physiques et sportives à l'université et qui ont fait effectivement de l'embonpoint, voilà, un corps trapu qui puisse influencer effectivement d'autres et effectivement érige une garde autour de ces responsables étudiants. Alors, j'ai toujours dit que depuis le sommet de l'État jusqu'au niveau de la base, l'élu démocratique, c'est l'élu qui est d'abord au milieu du peuple. Alors, vous ne pouvez pas être au milieu de vos mandants et vous bunkériser ou bien créer une sorte d'enclosure autour de votre personnage. Ce qui fait que, d'abord, sur la façon même de justifier, disons, la constitution de ces organisations paramilitaires, moi j'ai un problème. Ensuite, sur les actes de déviance qui surviennent et qui sont du fait du ressort
de ces organisations paramilitaires, j'ai aussi un problème là-dessus. Et donc, in fine, je pense que le gouvernement, il est dans un rôle régulateur. Le gouvernement, comme vous l'avez rappelé, nous ne sommes pas dans une zone de non-droit. On ne peut pas admettre que l'université ou bien les universités publiques deviennent des républiques dans une autre république. Et donc, l'État central, dans ses rôles régaliens, a bien entendu le droit et les prérogatives nécessaires de prendre des mesures coercitives pour pouvoir, disons, dissiper très tôt peut-être des foyers, lui il a rappelé, des foyers donc d'insécurité, des foyers peut-être d'autres actes de déviance, parce que ne l'oubliez pas aussi, les étudiants les plus vulnérables aussi, qui n'ont demandé rien d'autre qu'à aller dans les amphithéâtres pour recevoir le savoir, ont été aussi quelque peu brutalisés de tout le temps. Nous l'avons observé aussi. Donc, en toute impunité, on ne peut plus accepter que ça continue. Et donc, pour moi, ce sont les organisations fédérales elles-mêmes qui devront tirer donc les conséquences qui s'imposent par rapport donc à cette décision et s'y plier pour que le contingent que j'ai vu il y a quelques jours déployé à l'université, on puisse rapidement lever ce contingent. D'accord. Alors, mon cher, bienvenue à Gbassagan. On sait que ces soldats, on va le dire ainsi, on va les appeler ainsi par abus de langage, bien sûr, ces soldats, que ce soit de la Brigade Rouge, l'état-major de la police universitaire, on sait qu'ils jouent au-delà de tout ce qu'on peut leur faire comme procès. On sait quand même qu'ils jouent un rôle important dans la régulation, je vais dire, des relations à l'université, que ce soit dans les différents restaurants universitaires, que ce soit dans, je vais dire, la circulation du transport étudiant, la régulation de la circulation à l'intérieur de l'université pour permettre à ce que les bus puissent circuler normalement sans pouvoir avoir des, je vais dire, sans qu'il y ait des cas d'accident. Donc, on voit effectivement que ces organisations paramilitaires-là jouent un rôle quand même important de régulation dans la vie de l'université. Si on dissout tout ceci, qu'est-ce qui va jouer sur eux? C'est d'ailleurs pourquoi il faut faire l'analyse dialectique, je dirais, autour de cette question, parce qu'aujourd'hui, les analogies pivotent autour d'un seul vocabulaire singulier qu'il faut dire. Un vocabulaire singulier qu'il faut dire, c'est la sécurité de nous tous. Et vous savez, j'ai bien écouté Louis, j'ai écouté je dirais, cette description du panorama par Joël Koboué qui montre un peu, en tout cas, le côté malsain de la chose. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire? Parce que tout est une question de sécurité. Quand vous prenez ces organisations, oui, quand vous voyez, vous allez donc dans les méandres de la formation de ces derniers, vous allez comprendre réellement que l'exercice qui s'y fait n'est pas un exercice qui est donné à un étudiant, il faut le dire. Et parce que moi, en tant que, je parle à titre illustratif, ancien membre du Code, j'étais codeur, je sais comment la formation, une formation d'une journée, on l'a passé, on a fait appel à un militaire pour pouvoir donc former et les exercices, et on scande des chants comme des militaires. Je ne veux pas scander quelques chansons ici, et pour montrer un peu, mais ça donnait l'effervescence et ça donnait l'amour d'appartenir à la chose estudiantine. Mais le revers de la médaille, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quand vous prenez bien ces différentes organisations, il y a des actes de vandalisme qui ne disent pas le nom. Vous savez, à l'université, au départ, on parlait de franchise universitaire et que donc la police ne devrait, même les militaires ne devraient pas mettre le pied à l'université. Mais avec l'avènement du président Patrice Talon, puisque les choses ont été remodelées, permettez-moi de le dire de cette façon, à l'université, il faut que dans l'ordre des choses, qu'on arrive à l'élimination certaine d'un certain nombre de choses, ce qui est en train d'être arrivé aujourd'hui. Vous savez, ces organisations, il faut le dire, on ne va pas dire qu'elles ne sont pas efficaces
pour l'université. Mais le côté pervers de la chose, ou bien le côté pernicieux de la chose, c'est que ces organisations mettent en difficulté un certain nombre de choses, non seulement la sécurité des étudiants. Vous savez, on peut se permettre le vilain luxe d'appeler une étudiante, et si elle ne vient pas, on peut l'arracher de force, permettez-moi de parler d'arracher, on peut l'arracher de force et l'amener donc aux responsables. Vous voyez, quand nous sommes dans une atmosphère où c'est le haut lieu du savoir et qu'on se livre à ces comportements qui ne sont pas du tout des comportements grégaires, il faut en finir avec par des décisions du genre. C'est vrai, il faudrait qu'aujourd'hui le gouvernement trouve un mécanisme, parce qu'il n'est pas très adéquat que sur l'université, qu'il ait régulièrement des forces de l'ordre, il faut le dire. Mais le contexte aujourd'hui, puisque nous sommes dans un contexte où des gens peuvent être manipulés, et puisque pour faire une manipulation et avoir une ascension ou bien une prévalence ou une prédominance sur les raisonnements étatiques, il faut passer par les universités. C'est un terreau fertile pour pouvoir donc animer les esprits et créer de la rébellion. Et dans ces genre de circonstances, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à prendre des mesures draconiennes, ce que le gouvernement est en train de faire. Et donc, la mesure, elle est salutaire. Peut-être plus tard, on trouvera des mécanismes nécessaires pour assurer le rôle sécuritaire qu'ils ont l'habitude d'assurer, soit au resto, où c'est eux qui aident les amis étudiants, les camarades étudiants, à pouvoir prendre le plat pour qu'il n'y ait pas de désordre. Voilà, donc le gouvernement, je sais que le gouvernement de Patrice Talon, c'est un gouvernement très pragmatique, il faut le dire, et c'est un gouvernement qui est doté, permettez-moi de le dire, d'un don d'anticipation. Ils ont déjà calculé, en tout cas, ils ont déjà sondé le périmètre et voient les modalités nécessaires pour que prochainement, à l'université, qu'il y ait telle manière. Vous allez voir, ce n'est que, le gouvernement aime un voyage de petits pas. Prochainement, des mesures vont permettre à ce que la sécurité d'antan qui est assurée par ces étudiants trouve un mode adéquat pour qu'il y ait plus de sécurité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de nous tous. On ne peut pas laisser cet environnement-là comme ça et se permettre à ce que les choses évoluent pour qu'on puisse être en train donc de nous mordre les doigts à la fin des comptes. Donc je pense que cette mesure, elle est idoine, elle est adéquate, je dirais optimale, mais ce qu'il faut encore, il faut trouver d'autres mécanismes. Et je sais que le gouvernement sait faire cela et ça va arriver très bientôt. Très bien. Alors, Louis Assogba, comme bienvenue, n'a pas su répondre effectivement à ma question, bien sûr. Non, mais j'ai répondu. J'ai répondu. Je vais vous la faire la question. Pour avoir sans doute, pour essayer d'avoir une réponse claire et voilà. Précise, qui pour assurer le rôle des organisations paramilitaires sur le campus d'Aboum, sur les différents campus si vous voulez, dès lors du moment où elles sont désormais dissoutes. On sait le rôle combien important qu'elles jouent, quand bien même elles s'en sont arrivées à un niveau où elles ont perverti totalement leurs habitudes. Il y a quand même ce rôle central qu'elles jouent à l'université. Qui faut assurer le rôle? Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que c'est un couteau à double tranchant. Au-delà de ce que nous dénonçons, la sécurité, actes de vandalisme, violence et autres, il y a que tout le monde le reconnaît, même les autorités le reconnaissent, que en réalité, ce sont ces étudiants-là qui assurent la sécurité des étudiants également. Alors, qu'on le veuille ou non, si on dissout ces organisations, il faut trouver une solution, le mécanisme. Et ce mécanisme, ça devrait passer par les étudiants eux-mêmes. N'allez pas me dire que ce sont des policiers qui viendront discipliner les étudiants en face du restaurant universitaire. N'allez pas me dire que ce sont des policiers qui viendront, par exemple, discipliner les étudiants lors du service des transports. Cela voudra dire que le gouvernement, bien les autorités, devront travailler en étroite collaboration avec n'est-ce pas, ces étudiants-là encore, trouver, n'est-ce pas, le mécanisme, et ça ne serait pas seules les autorités, ensemble avec les étudiants, peut-être interdire les formations paramilitaires et autres, mais trouver autre solution qui devrait permettre à ces étudiants-là d'assurer leur propre sécurité, d'assurer la sécurité également des étudiants. Sinon, sans quoi, si on devrait laisser ça comme ça, on devrait dire aujourd'hui, il n'y a plus ça, qu'il n'y a plus autre solution, c'est comme on dit, ça serait de l'anarchisme en quelque sorte. Chaque étudiant peut faire ce qu'il peut décider de faire ce qu'il veut à l'université d'Aboum-et-Calavi. Parce que sans quoi, l'université d'Aboum-et-Calavi, bien autre université, c'est des milliers d'étudiants. Lorsque vous prenez par exemple un collège tout près,
c'est 3000 peut-être élèves pour 4, 5, 6 surveillants. À l'université d'Abomey-Calavi, ce ne sont pas des policiers, ce sont encore ces étudiants-là qui devront assumer leur sécurité. Donc, aujourd'hui, il faut dissoudre, d'accord, mais je le dis, il faut trouver un mécanisme qui devrait permettre à ce qu'il y ait peut-être d'autres organisations estudiantines ou bien des branches d'organisations estudiantines qui devraient assumer la sécurité, sans quoi on va virer dans l'anarchisme tout simplement à l'université d'Abomey-Calavi. On va espérer que cette anarchie ne s'installe pas dans le périmètre universitaire. Mais avant Joël Tchokwe, est-ce qu'il faut craindre peut-être que ce soit pas dans le début d'un démantèlement programmé après le tour des organisations paramilitaires, peut-être les organisations syndicales, sait-on jamais? Alors, pour ne pas oublier rapidement, puisque la question, vous l'avez posée à un ancien coda ou bien un ancien code qui n'a pas su répondre de façon claire. Bon, heureusement, il n'a pas scandé les champs pour nous apeurer ou bien, voilà. Ici, donc. Alors, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Je voudrais rappeler que je pense que bien avant la prise de cette décision, le gouvernement, il y avait cette information qui a également circulé, une gestion déléguée du service des transports est déjà en discussion, je crois, pour pouvoir permettre une meilleure organisation voilà, du transport estudiantin. Donc là-dessus, par exemple, le prestataire privé qui serait peut-être sélectionné pour gérer un peu ce côté des choses sera certainement obligé à inclus dans, disons, son contrat qu'il devra signer avec soit l'université ou bien le COUS AC ou le gouvernement lui-même. Ce côté sécurité, organisation autour du transport. Mais je n'exclus pas effectivement que un acteur extérieur à l'université, surtout extérieur, qui peut-être ne connaît pas les réalités des étudiants voilà, sur le campus, je n'exclus pas que si effectivement il n'y a pas une collaboration vraiment sincère entre les étudiants et cet acteur extérieur, que nous puissions vraiment assister à des flottements. Donc là-dessus, j'achète volontiers l'idée développée par Louis. Même dans ce cadre, il va falloir trouver les moyens pour pouvoir installer un mécanisme consensuel pour pouvoir le faire. Maintenant, l'autre chose aussi, n'oubliez pas que depuis 2016, vous vous rappelez qu'en 2015 ou 2016, je crois déjà, il y avait eu, comment on dit, l'année blanche à la flash de l'époque parce qu'il y avait une paralysie continue des activités pédagogiques, du fait des grèves mêlées des affrontements inédits sur le campus d'Abomey-Calavi. Déjà en 2015, où on a connu toutes sortes de vocabulaire, campus mort, campus Maccabée, voilà. Machin. Vous voyez un peu. Alors, à l'époque, le gouvernement disait que le chef de l'État actuel, il venait d'arriver au pouvoir. Le chef de l'État interpellait vivement sur la question puisque son prédécesseur avait déjà pris l'habitude de s'inviter au cœur des crises qui opposent les enseignants et les étudiants à l'université pour régler même au palais de la Marina cette situation. Lorsqu'on a invité le chef de l'État de l'époque, Patrice Talon, à s'inviter une fois encore dans cette crise, à l'époque, le gouvernement a dit qu'il n'avait pas vocation à s'inviter dans, disons, les crises qui opposent les gens au niveau donc, du secteur académique. Mais quelques années plus tard, on a observé que le gouvernement s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester en marge de la régulation des activités pédagogiques à l'université. Et la première chose qui a été faite, c'était de demander incessamment une réorganisation du mode de représentation de ces étudiants. Et aujourd'hui, nous avons des organisations représentatives qui parlent au nom des étudiants. Donc, disons que le triumvirat que nous avons observé depuis UNICEF, FNEB et puis UNEB, aujourd'hui, le répondant, je crois, c'est la FNEB qui regroupe aujourd'hui, je crois bien, disons, qui parle au nom des étudiants. Donc, et puis l'autre chose, les démembrements dont parle Louis, les branches dont parle Louis, les BUE jusqu'au niveau des bases, c'était pour essentiellement permettre que lorsqu'un mot d'ordre vient de la fédération, que ça puisse se reprendre au niveau donc de la base. Donc aujourd'hui,
on n'est plus forcément à l'aide donc des affrontements, à l'aide donc des bras de fer. Donc là-dessus, je pense qu'on doit accepter que dans une réflexion globale, on puisse effectivement retoucher tout. Maintenant, est-ce que ça servira d'occasion pour aller vers un démantèlement des organisations syndicales elles-mêmes? Je ne crois pas, parce que le gouvernement, si le gouvernement devrait en arriver là, depuis 2017 déjà, au lieu de demander qu'on puisse peut-être aller vers une refonte des 3 organisations et élire, disons, l'organisation la plus représentative, je crois que depuis là, déjà, on aurait dit, bon, écoutez, stop, arrêtez tout. Mais nous sommes encore une fois dans une démocratie. Le gouvernement sait que on ne peut pas, disons, étouffer toutes les voix bruyantes dans la République. Il va falloir laisser les étudiants continuer par s'exprimer. Et le canal idéal, c'est que par cette organisation représentative, ils puissent continuer par le faire. La dernière chose que je voudrais dire pour finir sur le sujet, c'est que la question de la franchise universitaire dont parlait Bienvenue à Bassagan doit se comprendre essentiellement comme des questions de liberté. Liberté d'abord intellectuelle. À l'université d'Abomey-Calavi, nous avons des enseignants. Et ce qui est connu donc dans le vocabulaire courant, quand on parle de la franchise universitaire, c'est qu'un enseignant d'université, dans le cadre de ses réflexions, ne peut pas être influencé par, disons, des dictats politiques. Donc c'est essentiellement ça. Ensuite de ça, la constitution que nous avons un juriste sur le plateau, la constitution que nous avons nous permet bien entendu, non seulement à l'université, mais également en dehors de l'université, donc de jouir des libertés fondamentales. Et donc là-dessus, je pense que la question des franchises universitaires ne peut pas servir donc de prétexte pour cautionner quelques actes de vandalisme, que ce soit sur les sites des campus universitaires. Très bien. Voilà donc qui est bien clair sur le sujet à présent. Nous allons installer le deuxième sujet. Le deuxième sujet en débat, c'est bien sûr le contrat type de bail désormais exigé pour le juriste que vous êtes. Bienvenue à Bassagan, parce qu'avant d'être journaliste, vous êtes aussi juriste. Il faudra le rappeler bien évidemment à toutes choses utiles. Est-ce que cela vient régler un problème particulier? Mais bien sûr, parce que d'abord même la loi elle-même est venue régler un problème. Vous savez, quand vous prenez les locations en République du Bénin, c'est un désordre qui ne dit pas son nom. C'est une anarchie quotidienne, je dirais, et fréquente, qui est rémanente dans les locations. Vous savez, quand vous prenez aujourd'hui cette loi, quand on va aller réellement dans son application, qui conduit maintenant à ce contrat, qui n'est qu'un contrat type, et qu'on doit imiter ce contrat-là. Donc, ce n'est pas un contrat exigé pour vous, en tout cas pour quelqu'un qui veut aller donc dans un contrat de location. Ce qui est ici, c'est qu'on doit en tenir compte. Et c'est le modèle le plus... C'est-à-dire, ce que le gouvernement a fait, le gouvernement a facilité la tâche. Parce que le contrat, quand vous lisez très bien, c'est un contrat doté d'une fluidité en normes et qui permet même à celui qui ne comprend pas les règles de droit en la matière de pouvoir donc en tirer beaucoup de conséquences. Vous savez, aujourd'hui, les gens entrent en location. Ils entrent en location parce que se retrouvant dans un besoin, ne demandent même pas à ce que le contrat soit signé, mais on vous donne seulement une décharge. Or, la loi exigeait que le contrat de bail doit être un contrat écrit. Le texte est clair en la matière. Mais aujourd'hui, les gens continuent à aller rechercher. Des gens continuent de faire signer un contrat de bail de manière verbale. Il suffit juste d'avoir de décharge. La loi en a parlé. Deuxième élément, avec ce contrat, vous allez remarquer qu'il y a des précisions sur le loyer. Vous savez, quand vous prenez aujourd'hui un appartement, la loi est en train d'exiger que le prix du loyer soit, le prix annuel doit être 8% de la valeur de cet immeuble-là. Et donc, quand on fait le calcul, on va amener ça dans la mensualité, on parle du 12e, ce qui ne se fait pas sur le terrain. Des gens qui fixent les prix au pifomètre, au prorata des efforts que eux, ils auraient
en tout cas dit fourni, et donc on fixe le prix. Vous voyez le mètre carré, on vous donne le prix, vous mettez la main sur la tête, vous allez à Cotonou, et dans certaines zones par exemple, vous allez dans Papa, vous allez dans quartier Jacques, on tient compte de la réputation du quartier pour pouvoir donc fixer le prix du loyer. Or, la loi est en train de refuser ça. Le comité sera mis en place parce qu'il y a une commission du moins pour ça, pour fixer, et en tout cas dans telle zone, voilà un peu le montant, et c'est en fonction de ça qu'on va calculer le loyer. Il y a autre chose. L'autre innovation, c'est qu'il faut tenir compte des agents immobiliers. Ce qu'aujourd'hui nous appelons démarcheurs ne sont pas des agents immobiliers. Il faut le dire. Parce que si vous voulez être agent immobilier, il faut aller vous faire inscrire dans un registre et il faut avoir une police d'assurance. Vous voyez ce que la loi a prévu. Donc, ceux qui sont sur le terrain, qui se disent démarcheurs, et quand ils vous trouvent des immeubles, ils disent qu'ils veulent prendre, on dit caution, on dit 3 mois, plus 1, c'est-à-dire commission pour tout ça. Ça là, c'est fini avec ces différentes dispositions et avec ce contrat-là. La loi dit en la matière que si vous êtes agent immobilier, ça veut dire que vous êtes déjà inscrit, vous avez souscrit à une police d'assurance. Si c'est que vous mettez les parties pour pouvoir conclure le contrat, vous n'aurez que seulement 50% du prix mensuel du loyer. Mais si c'est que vous avez une gestion locative, vous n'avez que 10%. Et donc voilà des réalités sur le terrain qu'il faut nécessairement intégrer aujourd'hui. Et ça arrange en réalité. Mais l'autre revers, je dirais, l'autre problème dans ce type de contrat, si vous prenez très bien, la loi dit 3 mois pour le cautionnement. Pour payer le cautionnement, il faut 3 mois. C'est 3 mois qu'il faut payer. Mais le problème qui se pose est que les gens ont une certaine manie. La manie, c'est qu'on vous dit 3 mois et vous allez faire prépayer 3 mois. C'est pour ne pas oublier les 6 mois. Mais le législateur n'a pas été tellement clair parce que cela amène à ce que les gens aillent dans un régime mixte. Quelqu'un qui te dit, parce que la loi dit 3 mois d'avance. Donc vous allez payer les 3 mois d'avance. Si le propriétaire vous demande de faire prépayer, soit vous restez dans une logique de contrat prépayé jusqu'à la fin, soit vous restez dans une logique de contrat, c'est-à-dire et c'est après consommation que vous payez. Mais le législateur n'a pas été clair. Vous pouvez vous retrouver en face d'un propriétaire qui vous dit, bon, payez-moi 3 mois pour le cautionnement. Mais les 3 mois que vous allez payer encore comme prépayé, est-ce que le contrat veut rester en mode prépayé ou bien vous allez payer par avance? Voilà la difficulté. L'autre chose que je voudrais ajouter sur cette loi, c'est que le cautionnement désormais, vous allez voir avec le temps, c'est la caisse de dépôt et de consignation qui aura le cautionnement. Ce n'est plus le propriétaire qui aura en main le cautionnement, comme on a l'habitude de voir et que on dit au propriétaire, bon, mon agent qui est là, je vais consommer tout le loyer et après vous allez prendre ça. Et désormais, le cautionnement n'ira pas dans la main du propriétaire. Ça ira à la caisse de dépôt et de consignation. Et je vois que ces différentes lois et ce type de contrats sont dans la droite ligne de pouvoir donc nous amener à ce stade-là. Donc voilà un peu quelques innovations de cette test. Est-ce qu'une fois encore, mon cher Louis Assogba, on n'est pas en train de vouloir bouger les habitudes? Parce que là, pendant des décennies et des décennies, il y a, je vais dire, un contrat social qui est établi de façon tacite entre propriétaires et locataires. C'est vrai que depuis, je crois, 2018, il y a le nouveau code, enfin la loi sur le bail à usage domestique qui fixe à 3 mois. Qui fixe à 3 mois, mais dans les faits, tout le monde sait, ou presque, que ça n'est jamais, je vais dire, mis en pratique. Dès que vous vous montrez un peu rebelle, on vous dit, bah écoutez, puisque vous êtes illuminé, vous êtes flamboyant, bah allez louer chez la loi. Donc il n'y a pas de problème. Ou allez demander au gouvernement de vous louer son appartement, ou aller prendre les logements sociaux. Donc clairement, c'est que les propriétaires ne sont pas encore prêts à fondamentalement mettre en application déjà le bail à usage d'habitation domestique. Et puis voilà, il y a désormais un nouveau contrat type qui est exigé quand on sait qu'il y a certains propriétaires qui ne sont pas forcément allés à l'école. On fait comment? Écoutez, aujourd'hui, lorsque vous parlez des habitudes, qu'on le veuille ou non, les propriétaires vont toujours trouver des manières pour ne pas respecter tout ce qui est consigné dans ce document. Parce que quand vous lisez le document à tête reposée, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'habitudes qui seront, n'est-ce pas, peut-être bougées parce que, qu'on le veuille ou non, quand je prends l'article quelque part, on a dit, je donne juste un exemple, on a dit pour les travaux de réaménagement ou bien pour les grosses réalisations en réalité, les grosses réparations, ça émane, n'est-ce pas, du propriétaire. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans certaines locations,
Le locataire crie, monsieur le propriétaire, venez réparer telle chose, mais ça reste là, ça ne concerne pas. Pour lui, il vient chaque mois pour prendre son loyer et puis c'est fini. Cela voudra dire, en réalité, les propriétaires trouvent toujours en griffe. Ils disent par exemple, donc si tu ne veux pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va louer chez la loi qui est établie par les autorités. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement est en train de régler des problèmes qui sont parfois des litiges entre le propriétaire et le locataire. Donc tout est clair désormais. C'est vrai, le propriétaire aussi a sa part, qu'on le veuille ou non. Mais dans le fait, moi je pense qu'il serait difficile de vraiment bouger ces habitudes-là. Le contenu, toujours quand on dit on ne devrait plus vendre quand on loue, on ne devrait plus vendre de la glace et autres. Ben, vous savez, ce sont ces habitudes. Bon, je ne sais pas, le juriste est là peut-être pour nous expliquer davantage. Ce sont ces habitudes-là en réalité qui seront vraiment très difficiles à bouger. D'accord. Mon cher Joël Tchokbe, je rappelle que tous, autant que vous êtes ici, vous avez une seconde corde à vos arcs, bien sûr. Vous êtes sociologue. Comment est-ce que de façon sociologique on peut analyser la question? Non, il faut dans un premier temps faire remarquer que nous sommes en face ici, disons, d'un système de fonctionnement qui s'est inscrit dans une reproduction sociale dans le temps, dans l'espace. Reproduction également dans les comportements, disons, des acteurs en présence, et le locataire et le propriétaire. Alors, c'est la difficulté que j'ai souvent lorsque je me retrouve à débattre, donc, disons, de la mouture des textes de loi. Et ça, cette difficulté, je l'ai souvent eu avec les juristes. C'est de leur rappeler tout le temps que les problèmes qui ont une source sociale et qui, fondamentalement, se sont invités, disons, dans la société et sont entretenus par habitus, ces problèmes ne peuvent pas se régler par le tout judiciaire ou bien par le tout juridique. Je l'ai toujours défendu. J'ai toujours eu de la peine avec eux. On n'a jamais eu le temps de nous comprendre, mais je crois fondamentalement que lorsqu'un problème social se pose, lorsqu'un problème est de nature culturelle aussi, parce que les questions d'acceptation de l'autorité du propriétaire relèvent également d'un rapport de domination. Parce que le locataire, il se trouve dans une situation de vulnérabilité quelque part par rapport au propriétaire. Et les besoins d'existence aussi, et les urgences de l'heure aussi, sont des facteurs qui conditionnent la psychologie du locataire. Et donc, les propriétaires surfent la plupart du temps sur ces éléments qui déterminent, disons, la nature du locataire pour pouvoir s'imposer naturellement dans une arène où, bien entendu, jusqu'à un passé vraiment récent, on pouvait même vous exiger au pifomètre de payer 12 mois d'avance. On pouvait même vous dire que ici vous devez payer le loyer en bloc en un an, même si, bien entendu, le profil du locataire qui vient, ce profil professionnel n'est pas, disons, à même de répondre, disons, aux exigences. Et conséquence, nous tombons dans une crise de l'habitation en réalité. Donc cette loi, bien entendu, va régler un problème. Je ne suis pas contre, disons, ce qui a été fait. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été fait. Mais je plaide en même temps pour que, à côté donc du tout législatif ou bien du tout juridique, qu'effectivement on puisse en même temps adosser ces côtés pour que, effectivement, sur le terrain, on puisse faciliter une certaine imprégnation, une certaine appropriation, une certaine application de ces différentes lois. Vous l'avez rappelé, depuis que cette loi sur le bail d'habitation domestique a été votée, effectivement, que nous sommes des journalistes, nous sommes des soutiens de terrain, comme j'ai pris l'habitude de le dire, nous observons au quotidien ce qui se passe dans notre entourage. Vous avez encore des propriétaires qui, sans détour, vous exigent comme ça de payer 6 mois, de payer 9 mois. S'en foutent. Et le locataire aussi, quelque part, le locataire lui-même aussi, quelque part, est complice de ce qui se passe. Parce que lorsque vous remontez cette information au gouvernement, par exemple, on vous dira, il y a des numéros verts,
il y a tout un mécanisme, un dispositif qui est mis en place pour dénoncer, disons, ces propriétaires véreux qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité de la loi. Mais que fait en ce moment le locataire avec ce profil social dont je viens de parler? Donc, quelque part, il y a un rapport, vous l'avez rappelé, tacite donc de complicité, de connivence qui s'installe et qui entretient, indépendamment de la loi, disons, ces habitudes qui ne sont pas encore prêtes pour fondamentalement changer. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire rapidement, c'est que cette loi s'inscrit naturellement dans la logique. On a voté il y a il y a ce décret qui a été pris il y a quelques jours sur... non, c'est un décret qui a été pris pour la régulation de la pollution sonore. Dans cette loi, effectivement, dans la déclinaison de la loi, il y a aussi qu'il est fait obligation désormais aux locataires de ne pas perturber donc, son voisinage. Voilà, c'est désormais interdit. Ceux qui se permettent de jouer de la musique aujourd'hui, doublement seront sanctionnés. Ceux qui, pour peut-être montrer une certaine aisance, vont chercher des chiens qui ne font qu'aboyer tout le temps, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines localités, le fait de disposer d'un animal de compagnie, d'une certaine race, ça devient, disons, un facteur extérieur d'aisance aussi. Dans nos comportements, c'est ça. Vous voyez un peu, donc, aujourd'hui, ce n'est plus permis donc à n'importe qui, parce que j'ai de l'argent, je vais me mettre à payer 4 chiens ou 10 chiens, je les mets donc dans la cour commune, et puis tout le temps, c'est des problèmes qu'il faut prendre en compte, et que ça sera donc fondamentalement réglé. Et puis pour finir, bienvenue à Bassagan, il y a que désormais, dès que vous quittez un domicile A pour déménager vers un domicile B ou C, vous devriez aller le faire signaler du côté de l'ANIP. Mais ce n'est pas une innovation, c'est ça un peu le problème qui se pose. Les tests existaient, ce n'est pas aujourd'hui que cela est venu, c'est parce que ce que le gouvernement fait, c'est juste un rappel d'utilité. C'est parce que c'est comme si les lois sont tombées en désuétude. Et donc, il faut rappeler cela pour que la population ait connaissance. Le péché mignon, permettez-moi de le dire, de nos législateurs, c'est qu'ils ne sont pas animés d'un esprit de vulgarisation des tests de loi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas maîtrisées. Je reviens tout à l'heure sur la question de location. Quand vous savez, il y a même l'article 5 qui dit « Nul ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine ethnique, son identité, son sexe, sa situation professionnelle, sa situation matrimoniale, son handicap, ainsi de suite. » Si un propriétaire vous refuse de louer un endroit, vous pouvez l'assigner en justice. Oui, il y a ça qui est prévu. Non, vous avez le droit de l'assigner en justice pour qu'il aille justifier pourquoi il ne veut pas vous louer l'endroit. Deuxième chose, quand on parle de bail à usage domestique, on a dit domestique, ce n'est pas un bail à usage commercial ou professionnel. C'est pour ça, quand vous louez, l'objet du contrat, c'est pour que vous puissiez dormir là, vous puissiez l'habiter, non pour vendre. Donc, si vous vendez dans un bail à usage domestique, vous enfreignez à la loi. C'est ça en réalité. Donc, ce n'est pas que on est dans cette situation. Vous allez voir des gens, par exemple, qui louent des boutiques, des bails à usage professionnel et qui dorment dedans. C'est le contraire carrément. Donc, il faut comprendre quand c'est pour dormir, c'est pour dormir. C'est l'objet du contrat. Quand c'est pour vendre, c'est pour vendre. Donc, la loi a été claire et il faut respecter la loi. La maison devant le juge, je vais être trivial sur la question, devant le juge, ça c'est social. Le propriétaire vous dira, cette chambre est réservée pour mon beau-frère. Non, quand il dit s'il peut justifier. Le beau-frère vient pour dire qu'il vient habiter la question. Soyons clairs sur la question. C'est des données claires, basiques, et que nous vivons au quotidien. Ceux qui nous suivent savent ce dont nous parlons. Bienvenue. Le droit, c'est le droit. La culture et les habitudes sociales sont également ce qu'elles sont. Et il va falloir faire une combinaison des deux pour pouvoir nous en sortir. Bienvenue, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci également à vous, Joël. Et merci à Louis Assoba. Merci, Emma. Au plaisir de vous retrouver une autre fois. C'est fini? C'est fini. C'est fini pour cette saison. Oui, pour le compte de cette saison. Demain, Rachida on va prendre le service ici. Et vendredi aussi, ce sera la dernière émission de la saison 5 sur 7 matin. On
On se retrouve donc, messieurs, la saison prochaine. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant tout ce processus. Vous qui avez toujours été là tous les matins, en tout cas ou presque, pour nous accompagner, pour donner votre lecture des différents sujets d'actualité. Merci pour tout. Salut. 5 sur 7 matin, la suite c'est avec Hugues Nissou-Zounon, les sports derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. On installe Hugues, c'est dans pas longtemps.